Ma sœur s'est moquée de moi en me traitant de « simple employé », puis son fiancé s'est figé « Vous êtes le général Rebecca ». L'invitation disait « Mademoiselle Rebecca Carter ». Ils avaient mal orthographié mon nom. J'ai autrefois dirigé une mission de l'OTAN, mais maintenant je ne suis que la sœur oubliée. Ce n'était même pas le mauvais titre qui piquait, bien que « Mademoiselle » ressemblait à une coupure de papier. C'était la police de caractère. Une écriture cursive tourbillonnante, dorée à la feuille, produite en série comme une carte de condoléances de supermarché. Le genre qui ne savait pas à qui elle était destinée, juste qu'elle devait être envoyée. Je me tenais dans mes bottes de cuisine, encore lassé des exercices du matin, fixant l'enveloppe comme si elle pouvait s'excuser. Elle ne l'a pas fait. Je l'ai retournée. Pas de mots, juste un monogramme. C'est Andrew, comme si les initiales seules suffisaient à justifier la grandiloquence de l'ensemble. Je l'ai ouverte avec précaution, non par sentiment, mais par habitude. C'est ce qu'on nous avait appris. Ne jamais rien déchirer sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Le papier cartonné à l'intérieur était assez épais pour arrêter une balle, embossé d'une illustration à l'aquarelle d'un vignoble à Sonoma. La fête de fiançailles de Charlotte, naturellement. J'ai lu les détails 3 fois, puis une fois de plus juste pour confirmer, samedi, 17 h au domaine familial. Code vestimentaire, tenue de jardin formel. Et en dessous, en écriture délicate, nous avons hâte de célébrer avec tous ceux qui comptent le plus. Tous ceux qui comptent le plus. La pièce autour de moi était silencieuse. Juste le tic-tac de l'horloge et le faible bourdonnement du réfrigérateur. Pas d'odeur de parfum, pas de bougies allumées, juste du détergent et la sueur séchée de la séance de sport de ce matin. J'ai pris mon téléphone sur le comptoir et j'ai appelé Sarah. Elle a décroché à la première sonnerie. Je l'ai reçue, ai-je dit. Il y a eu une pause. Ils ont encore utilisé le mauvais nom, n'est-ce pas? Oui. Une pause plus longue. Ils n'ont pas oublié. Ils ont effacé. J'ai expiré, le genre de souffle qui appuie contre vos côtes comme une protestation. Sarah a continué, plus doucement maintenant. Tu ne leur dois rien, Beck. Je sais. Je le pense vraiment. Tu leur as donné 20 ans de silence. C'est plus qu'ils ne t'ont jamais donné. Je me suis assise au bord du tabouret de comptoir, laissant l'enveloppe reposer à côté d'une pile de dossiers de mission. Elle semblait déplacée, comme un pan dans une salle de guerre. Charlotte a un jour dit à un collègue, elle fait juste des tâches administratives dans l'armée, ai-je dit, comme si je classais des factures. La semaine dernière, j'ai décodé une infiltration de réseau qui aurait pu désactiver 2 drones en plein vol. Sarah n'a rien dit au début. Puis, elle vit dans un monde où la vérité n'est pas rentable. Tu es un fardeau pour son image. J'ai fermé les yeux. La vérité, c'est que je m'étais dit que cela n'aurait plus d'importance, que leur absence à ma cérémonie de remise de brevet d'officier parce que Charlotte avait une dégustation de vin ce week-end-là avait rompu le lien qui restait. Mais ce n'était pas le cas, parce que le nœud qu'ils avaient fait n'était pas autour d'eux. Il était autour de moi. Je me suis levé et j'ai ouvert le placard à côté de la cuisine. Mon uniforme était suspendu précisément comme je l'avais laissé, repassé, prêt. L'insigne sur la poitrine captait la lumière de la cuisine. J'ai passé ma main sur le tissu, ce calme familier et lourd. Il avait vu des déserts, des tempêtes, du chagrin, et il ne m'avait jamais fait défaut. Mais il ne méritait pas de me voir dedans. Il ne méritait pas de revendiquer une quelconque partie de ce que cet uniforme avait gagné. Je l'ai plié lentement, soigneusement, avec la révérence qui lui était due. Je l'ai remis dans le placard. Puis je me suis tourné vers mes tiroirs et j'ai sorti une robe civile, simple, bleu marine, ajustée, discrète. Il n'y aurait pas de médaille, pas de grade, juste une présence, et cela serait suffisant. Mon téléphone a vibré. Un message de Sarah, elle t'a encore placé à côté des traiteurs. Bien sûr qu'elle l'avait fait. J'ai souri, non pas avec amertume, mais avec quelque chose de plus froid, de plus aiguisé. J'ai attrapé mon manteau, mes clés et l'enveloppe. En me dirigeant vers la porte, j'ai murmuré dans l'air immobile, laissez-les me sous-estimer. Ils le font toujours. J'étais arrivé avant les invités, et pourtant, ils m'avaient déjà rendu invisible. L'allée était vide quand je suis arrivé. Pas un seul VUS de luxe en vue, juste des rangées de haies de lavande taillées à 1 millimètre près de la conformité. La maison se dressait comme une photographie, parfaite de loin, stérile de près.
Le manoir de Charlotte à Boston avait toujours été plus un décor de cinéma qu'une maison, organisée pour impressionner, arrangée pour contrôler. Chaque arbuste connaissait sa place mieux que moi. J'ai sonné une fois. Le carillon était net, creux, un son conçu pour résonner, non pour accueillir. Marilyn a ouvert la porte. Sa blouse en soie chatoyait comme une armure, et son sourire était retouché sur ses pommettes. « Tu es venu, dit-elle, la voix aussi lisse que le verre de rosé déjà dans sa main. Comme c'est courageux. Courageux. Comme si j'étais entré dans une zone de guerre plutôt que dans la maison de ma sœur. Peut-être que, d'une certaine manière, c'était le cas. Je suis arrivé en avance, ai-je dit, en gardant un ton égal. Je ne voulais rien manquer. Elle s'est écartée. Eh bien, le fleuriste est en retard. Peut-être que tu peux aider Charlotte avec les centres de table. J'ai hoché la tête une fois, automatiquement. Pas de surprise. Le hall d'entrée était baigné de marbre poli et d'hortensias fraîchement coupées. Une photo encadrée de Charlotte et Jonathan était posée sur la table d'entrée. Leur sourire était brillant. Sa main reposait délicatement sur sa poitrine comme une affiche de campagne pour une romance de la haute société. En dessous, une plaque, la gratitude et la marque de la grâce. Charlotte a dû l'acheter après que sa campagne de gratitude soit devenue virale. Elle est dans la véranda, a ajouté Marilyn, s'éloignant déjà. La véranda sentait l'eucalyptus et la manipulation subtile. Charlotte était perchée sur une chaise à haut dossier, téléphone dans une main, un ruban de lavande dans l'autre. « Rebecca, dit-elle sans lever les yeux. Tu as réussi à venir. » J'ai souri poliment. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Elle a désigné une liste sur la table. Ta chambre est celle à côté du garage. C'est un peu étroit, mais nous gardons les meilleures suites pour les invités de l'extérieur. Tu comprends? Je comprends toujours, ai-je dit. Les parents de Jonathan arrivent cet après-midi. Nous leur avons donné les laits. Les laits. Naturellement. Je me suis demandé ce que cela faisait de ma section, le quai de chargement. Elle a finalement levé les yeux. Son regard m'a parcouru comme si j'étais un détail qu'elle avait déjà coché. Cette robe est raisonnable. C'est ce que disait l'étiquette. Elle n'a pas ri, elle est juste retournée à ses rubans. Les invités ont commencé à arriver peu après. La sonnette est devenue un métronome de l'ascension sociale. Marilyn flottait dans la maison, faisant des bises et touchant les poignets, distribuant des compliments comme des pots de vin. Charlotte a ajusté sa posture et a augmenté la chaleur, sa voix passant en mode relation publique. Quelqu'un m'a tendu un plateau de vase en verre. Pourriez-vous les porter à la table du fond? Personne n'a demandé si j'avais une main de libre. Personne n'a remarqué que je n'appartenais pas au personnel. Au moment où la deuxième vague d'invités est arrivée, mon travail s'était étendu à la coordination des couleurs de serviettes. Charlotte ne me l'avait pas assigné, mais quand personne d'autre ne bougeait, je le faisais. C'est comme ça que je suis devenu utile en remarquant ce que les autres ignoraient. À un moment donné, Marilyn m'a présenté à un couple du vignoble. Voici Rebecca, dit-elle avec une intonation condescendante. Elle travaille dans l'administration pour le gouvernement. J'ai haussé un sourcil. Opération stratégique. La femme a cligné des yeux. Oh, donc comme des dossiers. Des dossiers qui guident la logistique des missions. Mais oui, des dossiers. Ils ont hoché la tête lentement, poliment. J'étais le trombone dans une pièce pleine de diamants. Charlotte est venue peu de temps après. Sa voix était sirupeuse, son sourire une arme. Rebecca travaille avec des dossiers et des rapports, dit-elle en agitant une main vague, mais des importants, j'en suis sûr. J'ai gardé mon sourire figé. J'avais déjà tout entendu. Au lycée, elle disait à ses amis que je faisais quelque chose avec des feuilles de calcul et des secrets, comme si j'étais une réceptionniste glorifiée pour la CIA. De l'autre côté de la pièce, j'ai repéré une femme pointant son téléphone dans ma direction. L'écran s'est allumé, l'appareil photo a fait la mise au point. Une seconde plus tard, elle l'a baissé et a tapé 2 fois. Supprimé. Je ne valais pas l'espace de stockage. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas réagi, j'ai juste siroté mon eau pétillante et ajusté un vase d'1 demi-pouce. Il voulait que je sois décorative, silencieuse, facilement recadrable. Mais je savais mieux, parce que les meubles n'observent pas. Les meubles ne se souviennent pas, et les meubles ne construisent pas de stratégie en tenant un plateau de vase.
La femme au téléphone a levé les yeux et a croisé mon regard. Elle a tressailli très légèrement et s'est détournée. C'était une petite victoire, mais je la prenais, parce que pendant qu'il posait pour les photos, je me positionnais. Et un jour, ils réaliseraient que j'avais été dans le cadre depuis le début, juste flou, par leur propre volonté. Sur la photo de la remise de diplôme de Charlotte, je ne suis qu'une épaule et une mèche de cheveux, le reste recadré comme si je n'avais jamais vraiment appartenu. Je me tenais seul dans le couloir de l'étage, le léger grincement des vieilles lattes de plancher sous mes pieds étant le seul son qui m'accompagnait. L'air sentait faiblement l'huile de citron et l'oubli coûteux. Le long du mur, une galerie de triomphe s'étendait du sol au plafond, une histoire organisée dans des cadres dorés à la feuille d'or. Charlotte avec son écharpe de major de promotion. Charlotte coupant le ruban à son premier semi-marathon. Charlotte à un podium, la main levée en plein discours comme si elle était née au milieu des applaudissements. Et puis, à mi-chemin, je l'ai trouvée. Sa photo de remise de diplôme universitaire, Harvard, bien sûr. L'appareil photo l'avait capturée au centre, radieuse en cramoisi et noire, jetant sa toque avec une joie théâtrale. À sa gauche, papa rayonnait, un bras autour d'elle, l'autre levé dans un salut fier. Marilyn se tenait à droite, le menton levé dans un sourire gracieux. Et derrière eux, à peine visible, recadré si étroitement que cela aurait pu être un accident si ce n'était pas pour le motif, une demi-épaule. Une mèche de cheveux bruns. Moi. Je me suis penché comme si en plissant les yeux je pouvais ramener la partie manquante de moi-même dans le cadre. Mais elle était partie, comme toujours. On ne m'avait pas demandé de prendre la photo. J'étais arrivé en retard, littéralement et métaphoriquement. J'étais arrivé d'une rotation d'entraînement à Fort Gordon, un vol de nuit. Pas de maquillage, les bottes encore poussiéreuses. Je me souviens avoir pensé, au moins, j'ai réussi à venir. Cela avait semblé suffisant. Ça ne l'a jamais été. Ma main a effleuré le cadre, et quelque chose en moi m'a démangé. Un souvenir que je n'avais pas touché depuis des années s'est agité. Un bracelet en argent. Un cadeau d'anniversaire de ma mère. La vraie. Celle d'avant Marilyn. Je l'avais porté tous les jours jusqu'à ce qu'il disparaisse au camp d'été l'année de mes 12 ans. J'ai pleuré pendant 3 jours, sûr que quelqu'un l'avait pris ou, pire, l'avait jeté. Personne n'a cherché, personne n'a demandé. Il s'est probablement perdu dans les bois, avait dit papa. Laisse tomber, Rebecca. Mais je ne l'avais jamais fait. Je me suis dirigé lentement vers la chambre d'amis, celle qu'il m'avait assignée près du garage. La commode était presque vide, à l'exception d'un seul tiroir qui coinçait légèrement lorsque je l'ai tiré. À l'intérieur, un enchevêtrement de choses oubliées, du ruban de rechange, une brosse à cheveux fissurée, de vieilles cartes de vœux, quelques sachets de cire à moitié fondus. Et là, niché dans une serviette en tissu froissé, se trouvait le bracelet terni, légèrement tordu au fermoir, mais indubitablement le mien. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Je l'ai attrapé avec des doigts que je n'avais pas réalisés tremblaient. Le métal était froid et familier. Mon nom était encore faiblement gravé à l'intérieur, bien que les lettres se soient usées avec le temps. Il ne l'avait pas jeté. Il l'avait juste caché. Je me suis assise sur le bord du lit et je l'ai regardé, des années s'effondrant en une douleur silencieuse et dense. Pas de colère, pas encore. Quelque chose de plus doux, de plus triste. Une confirmation de quelque chose que j'avais toujours su mais jamais dit à voix haute. Vous ne l'avez pas jeté, ai-je murmuré, la voix serrée. Vous l'avez juste caché. Derrière moi, le couloir bourdonnait faiblement de voix. Des rires montaient les escaliers comme si la fête en bas se déroulait dans une réalité différente. Une où je n'existais pas ou n'avais jamais existé. J'ai glissé le bracelet dans ma poche et me suis levé. Quelque chose dans le coin du placard a attiré mon attention. Une petite boîte en carton marquée au feutre noir, Camelot de Rebecca. Le mot a frappé plus fort que prévu. Je me suis agenouillé et l'ai ouverte. À l'intérieur, un croquis au crayon délavé que j'avais dessiné à 15 ans, une femme en uniforme, sans visage mais avec une posture précise comme l'acier et une médaille que j'avais gagnée en 4e encore passée dans un ruban rouge, et au fond, pliée soigneusement, une page arrachée d'un bloc-notes jaune. Je l'ai déplié. C'était un brouillon, un rapport de terrain que je n'avais jamais soumis, des données de simulation d'un exercice d'entraînement précoce à noter à la main à l'encre verte. Mon encre. Je me souvenais de cela. Je l'avais écrit après un service de 36 heures, puis j'avais décidé que c'était trop brouillon, pas assez bon pour être rendu.
d'une manière ou d'une autre, il avait atterri ici. Il l'avait gardé. Ou peut-être, encore une fois, il ne l'avait simplement jamais jeté. Je me suis rassise sur mes talons, le bracelet maintenant lourd dans ma poche, le rapport de terrain dans mes mains. Rien de tout cela n'était dramatique. Pas de cris, pas de portes claquées, juste de petits actes délibérés d'effacement, des photos recadrées, des objets égarés, des étiquettes écrites au feutre. Pas détestées, juste gérées, contenues, maintenues silencieuses. J'ai replié le papier et les remis dans la boîte. Le vent claquait faiblement contre la vitre de la fenêtre, comme pour me rappeler que quelque chose d'autre attendait. Et c'était le cas, parce que quelque part à l'intérieur de cette maison, sous la lumière organisée, je commençais à trouver les ombres qu'il ne pouvait pas tout à fait cacher. J'ai dirigé des salles de commandement avec des liaisons satellites et des ordres de frappe classifiés. Ce soir, je remplis les verres de chardonnay. Les verres à pied tintaient légèrement alors que je me déplaçais entre les groupes d'invités manucurés, leurs rires effervescents comme le vin. Ma main gauche tenait le goulot de la bouteille avec une prise ferme. La même main qui avait autrefois cartographié les itinéraires d'évacuation à Kandahar. Maintenant, elle s'inclinait gracieusement pour remplir le verre de Madame Green alors qu'elle gloussait à propos des orchidées importées sur la cheminée. La salle de réception principale de Charlotte était baignée par la lumière du coucher du soleil, diffusée à travers des rideaux vaporeux. Les ors et les crèmes et les hortensias soigneusement arrangés transformaient la pièce en une double page d'un magazine de style de vie. Un quatuor à cordes jouait près de la cheminée, juste assez doucement pour suggérer l'argent, juste assez fort pour noyer un malaise subtil. Des tours de champagne scintillaient comme des menaces. Je portais à nouveau du bleu marine, civil, sans ornement, délibérément discret. Marilyn est passée à côté de moi, laissant derrière elle un sillage de parfum de pivoine et un plateau d'amuse-bouche. Elle n'a pas dit merci, a juste poussé le plateau plus près et a murmuré, il en manque près du patio. Tu es doué pour l'organisation. L'organisation ? J'ai hoché la tête une fois et me suis déplacé comme demandé. Pour eux, mon aptitude à la logistique n'était pas le signe d'un esprit stratégique. C'était domestique, pudique. Charlotte avait un jour dit à une amie devant moi, Rebecca aime les instructions. Elle est née pour servir, pas pour diriger. Et pourtant, me voici, dirigeant le mouvement efficace de bouchées apéritives en territoire ennemi. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu Sarah. Juste un aperçu, ses cheveux plus foncés maintenant, attachés en un chignon serré, debout près de l'entrée. Ses yeux ont croisé les miens une fraction de seconde, et j'ai vu cela, l'attention qu'elle portait en mon nom. Elle a levé son verre dans le plus petit des gestes. J'ai hoché la tête en retour. Nous ne parlerions pas ce soir. Pas encore. Une nouvelle vague d'applaudissements a déferlé dans la pièce comme une marée mise en scène. Charlotte se tenait au centre, radieuse en soie vert pâle, tenant la main de Jonathan comme s'il était à la fois son prix et son annonce. Et le voici, dit-elle en rayonnant. Jonathan MC alisté, décoré, bien-aimé, parfait. Rire, tintement. Marilyn tamponnait ses yeux avec une serviette en tissu comme si le moment était trop bouleversant pour être traité avec des canaux lacrymaux secs. Jonathan a souri modestement, a serré des mains, a accepté les éloges. Il avait l'air soigné, oui, mais pas mièvre. Sa posture était militaire, même immobile. Et puis ses yeux ont bougé. Ils m'ont trouvé. Il s'est excusé doucement et s'est dirigé vers la table des rafraîchissements, vers moi. J'ai ajusté la bouteille dans ma main et me suis tourné légèrement, prête à verser un autre verre, mais il n'en a pas pris. Il s'est juste arrêté à 2 pieds de moi. Nous nous tenions au centre d'une extravagance florale, les yeux dans les yeux. Il n'y avait pas de sourire, pas de questions, juste le silence. Je n'ai pas bronché. Il m'a regardé avec une sorte de calcul retenu, pas de la confusion, pas de la suspicion et de la reconnaissance. Et cela ne semblait pas nouveau, cela semblait remémoré. Puis Charlotte est apparue à ses côtés, passant un bras sous le sien. Oh, dit-elle avec un dédain désinvolte. Ignore-la. Elle est bizarre ces derniers temps. Je n'ai pas bougé. Jonathan non plus. Charlotte a tiré légèrement sur sa manche. Il a cligné des yeux, s'est tourné et l'a laissé l'emmener. Mais juste avant qu'il ne disparaisse dans le cercle des invités admiratifs, il s'est arrêté, a jeté un regard en arrière et a dit juste assez fort pour que seul moi puisse l'entendre, un murmure doux teinté de quelque chose de presque révérencieux, R. Carter. Dans une maison qui enterrait toute trace de moi, ils avaient d'une manière ou d'une autre gardé la seule chose qui prouvait que j'existais.
La porte du grenier grinça comme si elle n'avait pas été touchée depuis des années. La poussière tourbillonnait dans des puits de faible lumière filtrant à travers une étroite vitre. L'air sentait les étés oubliés, les mâles en cèdre, la vieille laine. Un flacon de parfum, asséché depuis longtemps. J'ai monté lentement, le rapport de terrain niché sous mon bras comme une relique. La boîte marquée « Camelot de Rebecca » avait été poussée derrière les décorations de Noël et des boîtes de trophées d'enfance de Charlotte. Et là, sous un tas de manuels techniques obsolètes et un étui de violon fissuré, je l'avais trouvé. Le rapport, une copie unique, mon écriture précise, contrôlée, datée et estampillée, Opération Lune froide, brouillon, R. Carter. Je ne me souvenais pas avoir gardé une version physique. Je ne me souvenais pas l'avoir laissée derrière moi. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'ils avaient tranquillement catalogué tout en prétendant que je n'existais pas? Je me suis accroupi à côté d'une vieille malle et j'ai ouvert la première page. Mes notes couraient de marge en marge, trafic radio intercepté, marqueur de coordination satellite, modèle d'évaluation des risques. Je pouvais presque sentir la chaleur du désert presser à travers la page. Mes doigts ont tracé le bord du papier comme si le contact pouvait faciliter la respiration. Et puis je l'ai vu près du bas de la page 3, écrit à l'encre rouge, « Ceci nous a sauvés ». Qui l'avait écrit? Je me suis figé. L'écriture était nette, penchée, disciplinée, mais rapide, comme quelqu'un pensant trop vite pour écrire proprement. Je connaissais cette écriture. Je l'avais vue sur des listes d'entraînement, des briefings de mission, des notes de stratégie griffonnées sur des tableaux blancs. Jonathan M.C. Alisté. Il l'avait lu. Pas seulement lu, il l'avait annoté, respecté, cherché l'auteur. Je me suis penché en arrière sur mes talons. Le silence du grenier m'entourait. Ce n'était pas vide ici. C'était plein de toutes les choses qu'ils ne disaient pas, de toutes les choses qu'ils avaient tranquillement gardées. Les pages ont volé sous ma main, mais je ne les ai pas tournées. Mes yeux brûlaient, non de larmes, mais de quelque chose de plus profond, la reconnaissance. Je n'avais pas été juste un nom sur un brouillon. J'avais été le fantôme dans la machine, le murmure dans leur casque qui les avait aidés à survivre. Et ils s'en souvenaient. Mon souffle a ralenti. Mon cœur non. Le souvenir est revenu comme un coup de poing inattendu, la nuit où j'ai écrit ce rapport. Une tente dans le périmètre arrière de Kandahar à 2 heures du matin. Mon dos voûté sur un flux satellite. Tout le monde endormi ou trop en colère pour parler. Nous en avions perdu 3 dans une embuscade. Je m'en suis voulu d'avoir décrypté trop tard, d'avoir hésité, de ne pas avoir signalé une phrase enfouie dans une interception saturée de parasites. J'avais écrit ce rapport dans un brouillard d'échecs. Je n'étais pas censé le soumettre, mais j'avais besoin de documenter la défaillance. Besoin d'assumer les dégâts. Et puis je ne l'avais pas fait. Je l'avais plié, rangé dans mon sac, et je m'étais convaincu que cela n'avait pas d'importance. Sarah l'avait trouvé une semaine plus tard. Elle l'avait tenu à la lumière et avait dit, même les fantômes laissent des empreintes, Rebecca. Ce rapport est le tien, que tu penses le mériter ou non. À l'époque, je l'avais ignoré. Maintenant, dans ce grenier, avec l'écriture de Jonathan me fixant, je savais qu'elle avait raison. Des voix filtraient d'en bas. Un tintement de verre. Des rires. Quelqu'un a appelé, « Monsieur, nous sommes prêts pour le toast, Jonathan. » Il cherchait quelqu'un. J'ai fermé le dossier lentement, les mains toujours serrées, et je l'ai pressé contre ma poitrine. Son poids s'est posé juste en dessous de ma clavicule, plus lourd qu'il n'aurait dû, plus réel que tout ce que cette maison avait jamais ressenti. Ma voix a brisé le silence, si douce que même moi je l'ai à peine entendue. Il sait. Il a un jour signé sa vie pour une mission à laquelle il a à peine survécu. Ce soir, il signe un nom sous mon rapport de terrain. Le bureau était faiblement éclairé, niché entre les portes du jardin et la bibliothèque en contrebas que Charlotte avait rénové l'automne dernier. Il n'était pas destiné aux invités, mais Jonathan n'était plus un invité. Il était de la famille, ou du moins c'est ce qu'il disait. Il a fermé doucement la porte derrière lui, bloquant les rires faiblissants et le cliquetis découvert. La fête s'amenuisait, le champagne devenait plat. Un disque de jazz doux, vintage, probablement du Maryland jouait doucement à travers les haut-parleurs de la maison. Cela sonnait comme un mensonge, prétendant être calme. Il a posé un dossier sur le bureau, relié en cuir, standard militaire. À l'intérieur, de vieux briefings de l'OTAN, des cartes de mission froissées, une page jaunissant sur les bords. Il les a feuilletées avec soin,
mais une urgence se glissait dans les bords de ses mouvements. Puis il a trouvé une page volante nichée entre les rapports. L'encre était passée, mais distincte, mémo de terrain. Des lignes anonymes, soulignées en rouge. Logique de modèle satellite, superposition de terrain. Le nom de code en haut indiquait « Opération Lune froide ». Sa main a hésité. Il a sorti une page séparée de la poche intérieure de sa veste, celle du grenier. Le brouillon de Rebecca. Il les a placés côte à côte. L'écriture correspondait, non seulement dans la forme, mais dans le rythme. La façon dont le « R » minuscule plongeait légèrement à gauche, les chiffres écrits avec le zéro fermé comme un ordre. Il avait vu des milliers de mémos, des dizaines d'écritures. Celle-ci l'avait hanté. Pendant 5 ans, il avait porté la page annotée. Il avait demandé une fois, discrètement, si quelqu'un connaissait l'auteur. Personne ne le savait. Ou il prétendait ne pas le savoir. C'était juste un rapport, disait-il, un autre briefing anonyme qui s'est avéré juste. Sauf que ce n'était pas seulement juste. Il avait sauvé 2 escouades d'un largage raté, y compris la sienne. Il a sorti son téléphone et s'est mis dans le coin, protégeant l'écran de la lumière vacillante. A fait défiler jusqu'au nom. A tapé. Sarah a décroché à la 3e sonnerie. « Je suis à la maison », a-t-il dit sans saluer. « Je me doutais que tu y serais », a-t-elle répondu. « J'ai trouvé le rapport. » Le sien. C'est son écriture. Ça a toujours été le sien, n'est-ce pas? Il y a eu une pause. Le genre que l'on utilise pour reprendre son souffle avant d'entrer dans un incendie. Oui, a dit Sarah. Ce rapport a sauvé 2 escouades, y compris la tienne. Il a expiré une fois, un son comme quelque chose qui se soulève ou se brise. Elle n'a jamais dit un mot. Elle n'en a pas besoin, a dit Sarah. Mais peut-être que toi, si. Il a mis fin à l'appel sans un au revoir. En bas, la maison bourdonnait de l'énergie d'une fête qui prétendait ne pas être finie. Les gens posaient près de l'arche florale qu'ils avaient installée pour les photos. Jonathan s'est déplacé à travers eux avec détermination, l'expression illisible. Le papier, plié proprement et glissé à l'intérieur de son costume, pressé contre sa poitrine comme un pacte. Le photographe a appelé pour la photo de groupe complète de la famille. Charlotte a pris la position centrale sans qu'on le lui demande. Marilyn a ajusté la traîne de sa robe. Papa a lissé sa cravate, l'expression glacée d'une fierté pratiquée. Rebecca se tenait sur le côté, près du bord du cadre. Pas tout à fait dedans, pas tout à fait dehors. Jonathan s'est approché lentement, sans dire un mot. Sa seule présence a fait plier l'espace. Les gens se sont écartés sans s'en rendre compte. Il ne lui a pas parlé, n'a pas fait de geste, s'est juste tenu à proximité alors que l'obturateur cliquait encore et encore. Une perturbation silencieuse, un fait trop grand pour être ignoré. Le photographe a demandé des sourires. Jonathan n'a pas souri. Rebecca s'est tournée légèrement, le sentant, mais sans bouger. Alors que la séance photo se terminait, la foule a commencé à se disperser, vers le gâteau, le whisky, les sorties. Il s'est approché plus près, avec précaution. Elle ne l'a pas remarqué au début. Puis, le contact du papier dans la poche de son manteau. Doux, délibéré. Il s'est penché, la voix assez basse pour passer outre ses défenses. Au cas où vous oublieriez qui vous êtes. Et puis il s'est éloigné. Pas de fanfare, pas d'applaudissements, juste de la clarté. Ils ont porté un toast à la carrière de Charlotte, au score de golf de papa, et même au nouveau rideau. Ils ont omis la femme qui a sauvé une base d'un bombardement. La salle à manger principale scintillait d'efforts. Des rideaux de velours encadraient de hautes fenêtres comme des robes attendant un mouvement. Des lustres scintillaient au-dessus d'une longue table en acajou, si polie que je pouvais voir le reflet de ma propre mâchoire serrée. Autour de moi, des verres à vin attendaient en alignement symétrique. Des côtelettes d'agneau tendres comme du beurre étaient disposées à côté de carottes anciennes braisées jusqu'à la soumission, la perfection en surface. Charlotte se leva la première, un verre à la main, la pièce s'immobilisant comme sur un signal. Son sourire aurait pu passer pour chaleureux si l'on ne savait pas comment il était construit. « Je veux tous vous remercier », commença-t-elle, « de vous être joints à nous ce soir. Ce fut une année de réalisations incroyables. L'association caritative de maman a dépassé ses objectifs de collecte de fonds. Papa a finalement franchi la barre des 90 au golf. Rire, sincère.
Et bien sûr, ajouta-t-elle, marquant une pause pour les faits, nous avons finalisé notre financement de série C. Donc le trimestre prochain, le cabinet s'étendra à Genève. Ce fut une leçon d'humilité. Il y eut des applaudissements, légers, élégants. Je sirotai mon vin, sans le goûter. Et rien de tout cela, continua-t-elle, ne serait possible sans cette famille. Elle posa une main sur l'épaule de Marilyn. Marilyn rayonna, comme si elle était baptisée. Jonathan était assis tranquillement à côté d'elle, son expression illisible. Puis ce fut le tour de papa. Il se leva lentement, un peu trop fièrement, levant son verre. Et n'oublions pas Rebecca, dit-il, son ton aussi nonchalant que celui de quelqu'un qui se souvient de remercier le fleuriste. Toujours était silencieuse, douée avec les chiffres. Quelques hochements de tête polis suivirent. Puis quelqu'un, une femme aux perles dorées, pencha la tête et demanda, « Alors vous êtes comme dans l'administration militaire ?» Je me suis tourné vers elle. « Je conçois des opérations, » ai-je dit d'un ton égal. Le silence suivit, non pas choqué, mais désintéressé, comme si j'avais dit que j'alphabétisais des catastrophes. Quelqu'un toussa. Une fourchette racla la porcelaine. Charlotte se racla la gorge théâtralement, levant à nouveau son verre. « Et qui sait, dit-elle, les yeux pétillants d'amusement. Peut-être que l'année prochaine, Rebecca pourra aider à planifier la logistique de notre lune de miel. » Des rires fusèrent, légers, méprisants, du genre qui ne frappe pas assez fort pour laisser des bleus, juste assez pour vous rappeler de ne pas vous lever. Je n'ai pas bronché. J'ai attrapé mon verre d'eau. Ma main ne tremblait pas. Et puis Jonathan se leva, une fourchette à la main, sans sourire. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas énuméré mon grade. Quelqu'un d'autre l'a fait, et la pièce s'est fissurée. Le cliquetis de l'argenterie sur la porcelaine a rempli la salle alors que les assiettes à dessert étaient posées. La panna cotta à la vanille tremblait sur de la porcelaine fine, intacte, tandis que les invités se penchaient en arrière sur leurs chaises avec le confort de la satisfaction. Les rires se sont estompés en murmures. La lueur des bougies adoucissait tout, sauf moi. J'étais assis immobile, le dos droit, les mains calmement posées sur mes genoux. L'humiliation de quelques instants plus tôt persistait comme de la fumée. Charlotte avait porté son dernier coup, et la salle avait gloussé sur un signal. Papa avait offert son habituel signe de tête équivoque à mon existence, et moi, fidèle à moi-même, je n'avais rien dit. Jonathan se leva. Le mouvement était silencieux, délibéré, mais il a traversé la pièce comme un changement de pression atmosphérique. Il a tapé une fois sur son verre avec le dos de sa fourchette. Le son n'était pas fort, mais il a immobilisé la conversation. Avant de savourer le dessert, a-t-il dit, la voix calme et résonnante, j'aimerais prendre un moment. Les gens se sont tournés, les sourcils levés. Charlotte avait l'air perplexe mais souriante, prête à retrouver l'attention. Jonathan ne souriait pas, je veux remercier quelqu'un dans cette pièce, a-t-il continué, ne regardant pas Charlotte mais autour de la table, laissant la tension se resserrer à chaque respiration. Quelqu'un qui m'a sauvé, moi et d'autres. Quelqu'un dont le travail nous a maintenus en vie. Un rire confus s'éleva. Marilyn pencha la tête. Oh, Jonathan, dit-elle légèrement. Vous voulez sûrement parler de Charlotte. Mais il leva la main, la faisant taire. Il se tourna. Général Carter, dit-il clairement, les yeux fixés sur les miens. J'ai manqué de vous saluer plus tôt. Pardonnez-moi. Et puis il l'a fait. Un salut vif et parfait. Le dos droit, formel, inébranlable. La pièce ne s'est pas seulement tue. Elle s'est fracturée. Des halètements ont suivi comme des répliques. Le verre de vin de Marilyn a basculé et s'est brisé contre son assiette. La bouche de Charlotte s'est entr'ouverte, les lèvres tremblant d'incrédulité. Papa a laissé tomber sa fourchette, le cliquetis fort dans l'air mort. Quelqu'un a chuchoté, elle est générale ? De l'autre côté de la pièce, un homme en uniforme, je n'avais pas réalisé qu'il était militaire, s'est levé lentement. Puis un autre. Les deux hommes se sont mis au garde à vous. Le monde a basculé. Je n'ai pas bougé. J'ai regardé Jonathan dans les yeux, j'ai tenu son regard. Puis, lentement, j'ai pris mon verre d'eau, j'ai bu une gorgée et j'ai laissé le moment s'étirer. Et finalement, j'ai parlé. Asseyez-vous, colonel, ai-je dit d'un ton égal. Pas besoin de cérémonie. Ce n'était qu'une mission. Sa main est retombée, mais il ne s'est pas assis.
Il est resté dans la tempête qu'il avait convoquée et a laissé le silence planer. Personne n'a fini sa panna cotta. Le silence avait un goût plus âpre que le vin. La salle à manger autrefois dorée semblait maintenant surexposée, comme une scène laissée trop longtemps sous les projecteurs après la fuite des acteurs. Des fourchettes planaient au-dessus de desserts intacts. Des mains tripotaient des serviettes, des yeux filaient comme des papillons de nuit, cherchant une sortie. Personne ne parla le premier. Le silence n'était pas seulement gênant, il était sismique. Il déplaçait des plaques tectoniques sous chaque sourire qui m'avait méprisé, chaque toast qui m'avait exclu. Je ne bougeais pas. Je le laissais s'installer. Marilyn, perchée à 2 sièges à ma gauche, se pencha légèrement vers Charlotte et siffla à voix basse, ce n'était pas dans le script. Charlotte ne répondit pas. Son regard restait fixé droit devant, la bouche encore légèrement ouverte. Un tremblement dans ses doigts trahissait l'immobilité qu'elle s'efforçait de maintenir. Jonathan s'était rassis, la posture composée, le visage illisible. Il ne parla plus. Il n'en avait pas besoin. Papa expira enfin, le souffle tremblant et à peine audible. Il tendit la main vers son vin, manqua le verre, puis essaya de nouveau. Quand il me regarda enfin, ses yeux n'étaient ni en colère ni honteux. Ils étaient simplement vides, comme un homme clignant des yeux à travers la fumée. Charlotte se racla la gorge, la voix mince et forcée. Mais Rebecca a toujours été timide, n'est-ce pas? Elle tenta un sourire, mais il s'effrita avant d'atterrir. Du fond de la table, une voix traversa le silence comme une lame. Un homme dit, « J'ai été briefé sous ses ordres. » Elle a dirigé une coordination entre 3 pays depuis l'Allemagne l'année dernière. Ces projections sont la raison pour laquelle mon équipe est rentrée à la maison. L'orateur était l'homme en costume sombre à la retraite, je le réalisais maintenant. Mais la façon dont il était assis conservait encore l'allure du commandement, un ancien général. Ces mots tombèrent comme des pierres dans l'eau. Papa se tourna vers moi. Sa voix, pour une fois, n'était pas méprisante. Elle n'était même pas répétée. Elle était juste petite. Je ne savais pas, murmura-t-il. Je levai lentement mon verre de vin, pris une gorgée, laissai la saveur s'installer. Puis je le reposai et le regardai en disant, d'une voix claire et égale, « Tu n'as jamais demandé. » La pièce se figea de nouveau. Ce n'était pas une réprimande, pas un cri. Mais cela résonna plus fort que tout ce que j'avais dit en 3 décennies. Et puis, doucement, délibérément, quelqu'un au fond de la salle se leva et applaudit une fois, puis 2. Cela résonna comme une ponctuation. Un autre invité se joignit, puis un autre. Le son se propagea, lent au début, hésitant, puis plein. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas baissé la tête. Je suis juste resté assise, les laissant retrouver leur dignité de la seule manière qu'ils connaissaient, en me rendant enfin la mienne. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas dit au revoir. Mais personne ne m'a non plus qualifié d'invisible en sortant. Le hall d'entrée était calme maintenant, dépouillé de son orchestration antérieure. La fête s'était délitée derrière ces épaisses portes doubles, se dissolvant en conversation à moitié terminée, en verres qui tintent, assourdis par la prise de conscience. Dans cet espace, encadré par des sols en marbre et des miroirs de créateurs, j'ai enfin ressenti l'absence de bruit comme une bombe. J'ai enfilé mon manteau lentement, mes doigts effleurant la doublure. Le rapport que Jonathan avait glissé dans ma poche plus tôt s'y trouvait encore, plié avec soin, un symbole, un salut, une preuve qui n'avait pas besoin d'être annoncée. Le vent chuchotait dehors, frôlant la façade du manoir. Une lumière de porche vacillait, une imperfection dans le monde soigné que Charlotte s'efforçait de préserver. Des pas s'approchèrent par derrière, mesuraient mes fermes. « Je me doutais que je te trouverais ici, » dit Jonathan, la voix basse. Je me suis retourné. Il n'était pas en uniforme, pas vraiment. Mais la façon dont il se tenait ce soir, tout en précision et en retenue, c'est comme s'il l'avait été. Dans sa main, il tenait un mince dossier. Non scellé. Plus classifié. Récemment déclassifié, dit-il en me le tendant. L'original. Votre signature est à la page 9. J'ai pensé que vous le voudriez. Pour votre prochain étudiant. Je l'ai pris, sans avoir besoin de regarder. Je connaissais chaque ligne par cœur. Merci, ai-je simplement dit. Derrière lui, la porte d'entrée s'ouvrit et Sarah entra. Elle ne sourit pas, ne dit rien tout de suite, hocha juste la tête une fois, ses yeux croisant les miens avec cette confiance stable et inébranlable qu'elle portait toujours.
Bien joué, ma générale, dit-elle, et je pouvais entendre la légère pointe de fierté nichée derrière son stoïcisme habituel. Marilyn apparut dans le couloir, puis se figea en me voyant. Elle ne parla pas, resta seulement là, en suspens, une femme ne sachant si elle devait affronter ou battre en retraite. Ses perles étaient de travers, son expression tendue par des calculs qu'elle ne pouvait plus contrôler. Charlotte émergea ensuite. Les cheveux légèrement ébouriffés, le maquillage plus impeccable. Le vernis du contrôle s'était terni. Elle ouvrit la bouche. Je levai une main. Pas ce soir. Elle se figea et, pour une fois, obéit. Jonathan recula, me laissant de l'espace. Sarah se plaça à mes côtés comme si elle y avait sa place, car c'était le cas. Je me tournai une dernière fois vers l'intérieur de la maison. Le lustre scintillait faiblement au loin, projetant des ombres déformées. Au-delà, la table, les photos encadrées, les applaudissements venus trop tard. Je ne vis pas ici, dis-je doucement à Jonathan. Je n'ai jamais vécu ici. Puis je franchis la porte et sortis dans la nuit. Le vent était frais, vif, presque vivifiant. Sarah tenait la portière de la voiture ouverte, les clés déjà en main. Alors que nous atteignions le bas des marches, elle jeta un coup d'œil. Un verre ? Je la regardai de côté. Le whisky est pour moi, ajouta-t-elle. Seulement si tu me laisses choisir la prochaine bataille. Elle sourit. Marché conclu. Et nous avons disparu dans la nuit, non pas comme des fantômes, mais comme des commandantes de notre propre silence. Mon père m'a un jour dit que j'étais une fille intelligente qui ne tiendrait pas dans le monde réel. Sa lettre commençait par « Cher Général Carter ». L'enveloppe était posée sur mon bureau comme si elle n'y avait pas sa place, couleur crème, de taille standard, adressée d'une écriture familière et carrée. Mon nom complet était écrit. Pas Becky, pas Mademoiselle, pas même juste Rebecca. Et pendant un long moment, je n'y ai pas touché. La base était calme, le bourdonnement des néons au-dessus de ma tête se mêlant à l'aboiement lointain d'un sergent instructeur terminant sa veille de nuit. J'ai pris l'enveloppe, datée de 2 jours après la fête, postée du Massachusetts. Pas d'adresse de retour, mais je connaissais cette écriture. Je l'avais vue sur les marges de bulletins d'autorisation scolaire oubliés et sur des notes scotchées au réfrigérateur qui se terminaient toujours par « Ne touche pas à mes outils ». À l'intérieur, une seule page pliée. Cher Général Carter, les mots semblaient étrangers dans sa main, comme si quelqu'un d'autre l'avait guidé. J'ai lu lentement, les yeux suivant chaque boucle hésitante. Je ne sais pas comment commencer. Peut-être que j'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Peut-être que j'aurais dû regarder de plus près. Peut-être que je ne savais tout simplement pas ce que je regardais. Tu ne faisais jamais de bruit. C'était ça le problème. Charlotte exigeait. Toi, tu t'adaptais. Je pensais que cela signifiait que tu allais bien. Je n'avais pas réalisé que le silence pouvait signifier autre chose. Un souffle se coinça dans ma gorge. J'ai posé la lettre, je me suis éloigné, puis je suis revenu, comme si elle m'avait magnétisé. Je t'ai regardé partir ce soir-là, et pour la première fois, je t'ai vu. Il ne s'excusait pas, pas directement. Il n'y avait pas de déclaration dramatique, pas de « s'il te plaît », juste une série de petites confessions cousues ensemble par quelqu'un qui avait enfin réalisé la forme de son absence. Je pensais que tu ne tiendrais pas dans le monde réel. Il s'avère que c'est le monde qui n'a pas pu te suivre. Ça se terminait simplement. Tu n'es pas obligé de répondre. J'avais juste besoin que tu le saches. Je te vois maintenant. J'ai plié la lettre 1 fois, 2 fois, je l'ai tenue fermement dans ma paume. Mon téléphone a vibré, un mémo vocal de Sarah. J'ai appuyé sur lecture. Tu ne lui dois pas de réponse, dit doucement sa voix. La lire suffit. La brûler est juste aussi. J'ai souri faiblement. Bien sûr, elle savait. Je n'ai pas répondu au mémo. À la place, je me suis dirigé vers mon classeur et j'ai sorti un briquet de la trousse de secours. La lettre a flambé vivement, puis s'est réduite en cendres dans la poubelle en métal. Mais une ligne, je l'avais découpée avant d'allumer l'allumette, je te vois maintenant. Je l'ai épinglée sur le tableau de liège au-dessus de mon bureau. Juste en dessous, j'ai griffonné un post-it et l'ai mis en place. Laissez-les voir, mais n'attendez pas d'être vus. On frappa légèrement. Je me suis retourné. Une jeune sergente se tenait dans l'embrasure de la porte, l'uniforme impeccable, la posture nerveuse. Ma générale, dit-elle,
une demande vient d'arriver de West Point. Ils veulent que vous donniez une conférence. J'ai hoché la tête une fois, la voix égale. Dites-leur que j'accepte. Charlotte a un jour dit que le bracelet avait l'air bon marché. Maintenant, elle le renvoyait dans une boîte en velours. Sans mots. La salle du courrier était calme, les néons bourdonnant comme un vieux souvenir. J'ai signé pour le petit paquet sans réfléchir, m'attendant à du matériel de terrain ou à un réapprovisionnement d'étiquettes cryptées. Mais l'adresse de retour était inconnue. Pas de nom, juste une boîte postale de Boston. Je l'ai retournée une fois, puis de nouveau. L'employé a haussé un sourcil. C'est tout pour aujourd'hui, ma générale. J'ai hoché la tête, glissant le paquet sous un bras. La neige avait commencé à tomber dehors, fine comme du sucre en poudre. Le genre qui ne tient pas, qui saupoudre juste le sol de l'idée de l'hiver. De retour dans mon bureau, j'ai fermé la porte derrière moi, posé la boîte sur mon bureau et l'ai fixée comme si elle pouvait siffler. Elle n'était pas lourde. Elle n'était pas grandiose, juste précise. Un carré de velours, pas plus grand que ma paume. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur, niché contre le tissu bleu profond, se trouvait le bracelet. Celui en argent que j'avais perdu non, qu'on m'avait dit que j'avais perdu au camp d'été quand j'avais 10 ans. Une chose fine et délicate avec un petit charme de boussole et la plus faible gravure de mes initiales sur le fermoir. Je me souvenais comment Charlotte s'en était moquée en le voyant une fois. On dirait quelque chose sorti d'une boîte de céréales, avait-elle dit. Trop petit pour toi de toute façon. Mais le voici. Le charme avait été poli. Le fermoir remplacé. Il avait l'air soigné. Il n'y avait pas de mots, pas même un bout de papier avec son écriture. Mais je savais que c'était d'elle. L'absence de mots était une signature suffisante. Je l'ai pris avec précaution, le tournant dans mes doigts. Il ne m'allait plus maintenant. Il ne m'allait plus depuis des années. Mes poignets s'étaient épaissis avec le temps, l'entraînement, les conséquences, mais ils n'étaient pas destinés à être portés. La porte a grincé, juste un courant d'air du couloir. J'ai posé le bracelet à côté d'une carte tactique encadrée de L, Opération Lune Froide. La même carte que j'utilisais dans les briefings. La même mission qui a tout changé. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sarah, elle l'a envoyé. Courageuse à sa manière. J'ai fixé l'écran, puis de nouveau le bracelet. Charlotte ne s'était pas excusée, pas une seule fois. Mais elle ne l'avait pas jeté non plus. J'ai murmuré, tu n'as pas compris, mais tu l'as gardé. Ça compte pour quelque chose. La pièce était calme, la neige au-delà de la fenêtre dansant en spirale paresseuse. Je me suis assise, laissant le silence m'envelopper. Puis un courriel est arrivé. Objet, confirmation de la chaire d'invité de l'Académie militaire des États-Unis, West Point, à la générale Rebecca Carter. Titre du cours, Commandement adaptatif et intelligence émotionnelle. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, mes doigts effleurant une dernière fois le bracelet, puis je me suis tourné pour faire face à l'avenir. Ils ne se sont pas levés pour mon grade. Ils se sont levés parce que je les ai fait repenser à ce que le leadership signifiait. La salle de conférence lambrissée de chaînes sentait légèrement le vernis et le papier, le genre de vieille révérence qui s'accrochait aux institutions militaires. Des rangées d'uniformes raides étaient assises, alertes, sous le haut plafond voûté, leurs badges nominatifs captant la lumière comme de silencieuses déclarations. Je me tenais à l'avant, non pas derrière le pupitre, mais à côté. Pas de podium aujourd'hui, pas de barrière. J'ai balayé les visages du regard, jeunes, vifs, dans l'attente. La plupart d'entre eux m'avaient déjà cherché sur Google, sans aucun doute. La vérité, ou du moins son fragment numérique, avait voyagé vite, mais je n'étais pas là pour rejouer les gros titres. J'ai commencé sans introduction. Pas de salut, ai-je dit, en soutenant leur regard. Gardez votre respect pour la femme à côté de vous qui doute d'elle-même et qui se présente quand même. La salle a bougé, les épaules se sont redressées, mais les respirations se sont apaisées. Sarah m'avait déposé plus tôt ce matin-là. Elle n'est pas restée, s'est juste appuyée sur la vitre de la voiture et a dit, ton champ de bataille, tes règles. J'avais hoché la tête, me sentant plus exposé dans ma tenue de cérémonie que je ne l'avais jamais été en treillis de désert. Maintenant, j'ai cliqué sur la télécommande et j'ai affiché une seule diapositive, une carte thermique de L, Opération Lune Froide. Pas de nom, juste les contours du terrain, la proximité de la menace et les vecteurs d'évasion. Ceci, ai-je dit,
Et à quoi ressemble l'empathie rendue en données? Je n'ai pas expliqué davantage. Je les ai laissés se pencher. Je les ai guidés à travers la mission, non pas avec du jargon, mais avec la cause et le coût. Comment un léger retard, une hésitation inaperçue dans la voix d'une analyste subalterne avait modifié une décision de commandement? Comment faire une pause pour demander pourquoi elle sonnait différemment avait réorienté une équipe et sauvé des vies? Comment le leadership ne consistait pas seulement à aboyer des ordres, mais à remarquer les fissures avant que quelqu'un ne tombe à travers? À mi-parcours, la cadette Reyes a levé la main. Sa posture était militairement parfaite, mais ses yeux me rappelaient trop les miens à 20 ans. Et s'il ne nous voit toujours pas, ma générale? J'ai fait une pause. La salle était silencieuse. Alors voyez-vous les uns les autres, ai-je dit. C'est là que ça commence. La visibilité n'est pas accordée. Elle se pratique. D'abord ici, puis là-bas. J'ai vu Maurice, un cadet senior au premier rang, bouger légèrement, son stylo s'arrêtant en pleine note. Une autre diapositive est apparue. Cette fois, pas de données, juste une citation d'un compte rendu après action que j'avais moi-même expurgé. L'opératrice a maintenu la cohésion par son calme sous le feu. En dessous, ma propre annotation, le leadership est silencieux jusqu'à ce qu'ils doivent être bruyants. Je me suis retourné vers eux. Nous sommes formés pour endurer, ai-je dit, la voix douce. Mais ce n'est pas la même chose que d'être silencieux. Puis je me suis éloigné de l'écran, je me suis dirigé vers le tableau noir, j'ai pris un bâton de craie blanche, les laissé crisser faiblement sur la surface en écrivant « La visibilité n'est pas la validation ». La vérité méritée n'a pas besoin de projecteur. Un silence, puis un mouvement. Maurice se leva le premier. Pas précipité, pas dramatique, juste délibéré. Puis Reyes, puis rangée par rangée, toute la salle se leva. Il n'applaudissait pas. Il n'en avait pas besoin. L'acte de se lever était suffisant, une reconnaissance non pas du grade, mais de la résonance. J'ai hoché la tête une fois, j'ai remis la craie dans son support et je me suis tourné pour leur faire face entièrement. Le cours est terminé. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis vu dans un cadre, et je n'étais pas une demi-épaule. L'enveloppe reposait sur mon bureau, épaisse d'intention. Pas d'adresse de retour, mais l'écriture était celle de Jonathan. Cette écriture anguleuse et délibérée qui semblait toujours appartenir à des documents de débriefing plutôt qu'à des cartes d'anniversaire. Je l'ai ouverte avec mon coupe-papier, non par cérémonie, mais par habitude. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie mat, se trouvait un cadre en bois, sobre, lisse, du genre qui ne m'en dit pas l'attention mais gagne sa place tranquillement. La photo à l'intérieur m'a arrêté. Moi et la cadette Reyes, debout côte à côte dans la salle de conférence de West Point. Elle était en plein rire, la tête légèrement inclinée vers moi comme si l'univers lui avait enfin donné la permission d'expirer. Et moi je n'étais ni recadré ni dans l'ombre. J'étais centré, nette, présente. Sous l'image, dans l'écriture soignée de Jonathan, pour quand vous oublierez qu'il vous regarde maintenant. Je me suis adossé à ma chaise, laissant le moment s'installer. La lampe sur mon bureau jetait une lueur douce, attrapant les bords de mon café refroidissant et les dossiers ouverts du briefing du jour. Dehors, le vent pressait doucement contre la vitre de la fenêtre, un rappel que le monde n'en avait pas besoin. Ils m'ont un jour donné la plus petite chaise à la table. Maintenant, je construis des tables et j'enseigne aux autres à faire de même. La bibliothèque de West Point était presque silencieuse. Les seuls sons, le léger crépitement de la pluie contre les fenêtres cintrées et le grincement occasionnel d'une chaise. Mon ordinateur portable brillait faiblement dans l'alcôve silencieuse où j'avais pris ma place habituelle, assez loin des étagères pour penser, assez près pour sentir l'histoire pressée comme un souffle. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. Puis j'ai tapé la dernière ligne du manuscrit, vous n'êtes pas leur absence. Vous êtes votre propre présence. Je me suis adossé, j'ai expiré. Ce n'était pas la victoire qui s'installait dans ma poitrine. Pas tout à fait. C'était plutôt comme un alignement. Comme si quelque chose qui avait été fracturé pendant des années s'était tranquillement remis en place. Dehors, un faible grondement de tonnerre soulignait la pluie. J'ai attrapé le thé que Sarah m'avait apporté plus tôt, du jasmin, encore chaud. Elle était arrivée sans fanfare, juste avec une serviette sèche, un sourire entendu et les mots, les fins ne sont pas silencieuses, tu sais. Elles font juste semblant de l'être. Mon bureau, pour une fois, était presque vide. Juste le manuscrit, quelques notes éparses et un marque-page livré en main propre ce matin-là par Reyes.
Il était en bois d'olivier, gravé de son écriture, pour la générale qui n'a jamais eu besoin d'applaudissements. J'ai souri. Elle n'était pas restée pour expliquer, l'avait juste glissé sur le bureau pendant les exercices du matin et avait hoché la tête, de la même manière que j'avais hoché la tête à Sarah des années auparavant sous un soleil afghan brûlant. Une compréhension silencieuse transmise comme une boussole. J'ai siroté le thé, j'ai relu la ligne, pas d'applaudissements, la présence. Sarah est revenue alors que je scellais l'enveloppe, épaisse de pages et de détermination, adressée à la maison d'édition à Manhattan. Elle s'est assise en face de moi, s'est appuyée sur un coude et a étudié mon visage comme si je pouvais disparaître à nouveau si elle clignait des yeux. « Tu n'es plus seulement une voix », a-t-elle dit, sans sourire. « Tu es le silence qui a fait parler les autres. » Je n'ai pas répondu, non pas parce que je n'étais pas d'accord, mais parce qu'il n'y avait plus rien à prouver. À l'extérieur de la bibliothèque, des cadets passaient en uniforme humide, la tête baissée contre la brume. Quelques-uns ont jeté un coup d'œil vers les hautes fenêtres. L'un d'eux m'a repéré et a fait un signe de tête sec. Pas un salut, juste une reconnaissance. L'héritage était plus silencieux que je ne l'avais imaginé. Le titre du livre était simple, La directive silencieuse. Sous-titre, ce qu'ils ont oublié que je suis devenu. J'ai porté l'enveloppe moi-même jusqu'à la boîte du courrier sortant. Je l'ai glissée sans cérémonie. Cette histoire appartenait enfin au monde. En sortant, je suis passé devant la vitrine où étaient listés les anciens instructeurs. Mon nom avait été gravé sur le nouveau panneau la semaine dernière, petit, précis, indéniable. Dehors, la pluie s'est épaissie. Je ne me suis pas pressé. J'y suis entré. J'ai retiré mon badge nominatif, je l'ai plié dans ma poche et j'ai laissé les gouttes trouver ma peau. Personne ne m'a appelé général, mais chaque cadet que j'ai croisé a rencontré mon regard et a hoché la tête. Non pas parce qu'on leur avait dit de le faire, mais parce qu'ils l'avaient choisi. Et ça, finalement, c'était assez. Soyez autorisés à changer. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Reyes, si un jour je suis la moitié de la femme que vous êtes, je serai assez. J'ai fixé le message un long moment. Puis j'ai répondu, vous l'êtes déjà. Continuez à vous montrer. Ils suivront. J'ai placé le cadre avec soin à côté de mes médailles de terrain. Pas au-dessus, pas en dessous. Juste à côté, une nouvelle addition d'un poids égal. L'héritage n'était pas fait que de laiton et de cérémonies. Parfois, il se trouvait dans des échos silencieux et un courage emprunté. J'ai pris un stylo, j'ai glissé une fiche dans le coin du cadre et j'ai griffonné une seule ligne, pas le visage dans le cadre, la force derrière. La maison était silencieuse, la base encore plus silencieuse. J'ai ouvert mon brouillon personnel, celui que j'avais sauvegardé dans des notes éparses griffonnées pendant des vols de déploiement et des nuits en caserne. Chapitre 1, la générale qu'ils ont essayé d'oublier. Le curseur clignotait. Je n'ai pas hésité. Ils l'ont un jour qualifié d'oubliable. Maintenant, même le silence s'inclinait en sa présence. La justice ne rugissait pas. Elle arrivait comme la neige sur la pierre, stable et indéniable, comme l'accord final d'une mélodie longtemps oubliée. La justice peut arriver en retard, mais elle résonne puissamment une fois entendue. Aucun mur de mensonge ne peut résister éternellement à la marée de la vérité. Si cette histoire vous a ému, aimez, partagez et laissez un commentaire. Tapez 1 si vous vous êtes déjà senti invisible mais avez continué. Tapez 2 si vous pensez que son combat n'est toujours pas terminé. Ils ont dit qu'ils reviendraient tout de suite, mais la vérité, c'est qu'ils ne revenaient jamais pour moi. Il faisait déjà nuit quand la voiture s'est garée sur le parking en gravier. Le ciel était bas, gonflé d'une pluie d'octobre, et le bourdonnement des néons vacillants rendait tout plus silencieux, pas moins. La station-service se dressait comme un avant-poste oublié sur la route 9, niché derrière des champs de rien. Il n'y avait pas d'autres voitures, pas de musique à la radio, juste le cliquetis rythmique du moteur qui refroidissait et le léger bruissement de Eden mâchant une paille de briques de jus sur la banquette arrière. Je ne le comprenais pas alors, pas entièrement. Mais quelque chose en moi, cette petite voix qu'on nous apprend à ignorer, a commencé à chuchoter au moment où mon père a mis la voiture au point mort. « Sors une seconde, Sloan » a-t-il dit, les yeux toujours fixés sur la route devant lui. Son ton n'était pas en colère, juste plat, comme s'il donnait des instructions à une étrangère. Ma mère n'a rien dit. Elle regardait par la fenêtre du passager, les bras fermement croisés sur sa poitrine. La pluie tapotait doucement sur la vitre, comme si elle attendait un signal. Elle ne m'a pas regardé. Ça,
plus que tout, m'a serré la poitrine. David a fouillé dans la poche de son manteau et a sorti un billet de 20 $ froissé et un morceau de papier plié. Prends quelque chose à manger. On revient dans 10 minutes. Eden a pris la parole derrière moi. Je peux y aller, aussi? Non, a sèchement répondu David, pas fort, mais assez sec pour la blesser instantanément. J'ai ouvert la porte. L'air froid a frappé vite et humide, traversant ma fine veste en jean. Je suis sorti, le gravier bougeant sous mes baskets. Quand je me suis retourné pour fermer la porte, les yeux de mon père se sont posés sur moi une très brève seconde. Et puis la voiture faisait déjà marche arrière. J'ai cru que c'était une blague. Un truc bizarre de parents. Un test, peut-être. J'ai regardé les feux de stop rouge disparaître sur l'autoroute. J'ai attendu 5 minutes, 10. Mes jambes ont commencé à me faire mal à force de rester debout. La pluie a commencé en fines aiguilles. Le billet dans ma main est devenu mou. Je suis entré. L'employé a à peine levé les yeux. Il était jeune, la vingtaine, peut-être, trop absorbé par un ticket de loterie gratté derrière le comptoir. J'ai traîné près du rayon des bonbons, faisant semblant de choisir quelque chose. Chaque fois qu'une voiture passait en trompe dehors, je me précipitais à la fenêtre. Rien ne s'arrêtait. 40 minutes plus tard, l'employé m'a jeté un coup d'œil, puis à l'horloge. « Quelqu'un vient vous chercher ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête instinctivement. Mes parents. Il devait juste faire demi-tour. Il a fait une grimace, sceptique mais pas méchante. « Vous voulez attendre ici ? Vous êtes trempé. » J'ai de nouveau hoché la tête. Il m'a tendu une serviette de derrière le comptoir. Je me suis assise sur un banc en plastique près du congélateur à glace, ma veste dégoulinant sur le carrelage, l'ourlet collant à mes jambes. 1 heure a passé, puis une autre. Il m'a donné une tasse d'eau chaude et du cacao instantané. Je ne me souviens pas avoir dit merci. Ma gorge était trop serrée. Je fixais juste la porte. Finalement, il a passé un appel téléphonique. Je l'ai entendu dire, « Ouais, la fille a environ 13 ans. Elle est là depuis 3 heures. On dirait que personne ne revient. » La note était toujours dans ma poche. Je ne l'avais pas encore ouverte. La pluie s'est intensifiée. La station-service sentait le café brûlé et le nettoyant pour sol au citron. Mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler, même avec le cacao. J'ai agrippé le bord du banc si fort que le bout de mes doigts est devenu blanc. Vers minuit, une voiture de police s'est arrêtée. Les lumières se sont éteintes. Une femme est sortie en uniforme, coupe-vent beige, un porte-bloc à la main. Elle s'est agenouillée devant moi, sa voix basse et gentille. « Salut, ma belle. Je suis l'agent Danner. Peux-tu me dire ton nom ?» Mes lèvres se sont séparées une seconde. Rien n'est sorti. Puis, Sloan Rivers, je crois. Elle l'a noté lentement, ses yeux parcourant mon visage comme si je pouvais disparaître si elle détournait le regard trop longtemps. Je l'ai suivie jusqu'à la voiture de patrouille sans résistance. L'employé m'a fait un signe de la main triste en passant. Je ne pense même pas avoir répondu. L'intérieur de la voiture de patrouille était chaud. Ça sentait le vinyle et le café bon marché. Je me suis enfoncé sur la banquette arrière, la veste autour de moi lourde et inutile contre ce genre de froid qui s'infiltre de l'intérieur. L'agent a démarré le moteur. La radio country jouait doucement. C'est seulement alors que j'ai déplié le papier. 4 mots griffonnés de l'écriture précise de David, « Certains enfants ne sont pas faits pour rester. C'est mieux pour toi que tu sois parti. » Ils m'ont effacé de leur vie. Mais le papier ne ment pas. Les archives se souviennent de ce que les gens choisissent d'oublier. La pièce était toujours froide, pas glaciale, pas hostile, juste assez pour vous rappeler que le confort n'était pas une priorité. J'étais assise seule dans la cabine sécurisée, un scanner rétinien clignotant en ambre à côté de moi, le système attendant une décision que j'avais déjà prise. Protocole de dérogation, audit interne. Sujet, Rivers, Sloan. Habilitation, niveau stratégique, échelon 9. J'ai parlé clairement, laissant ma voix s'insérer dans la grille d'écoute de la machine. Un bref délai. Puis l'écran a répondu avec une tonalité de confirmation stérile. J'étais dedans. C'était étrange de revoir mon nom dans la police de caractère du gouvernement. Des années d'opération et de silence m'avaient appris à effacer les empreintes, pas à les retracer.
Mais il ne s'agissait pas de nostalgie. Il s'agissait de faits, de preuves, d'une vérité qui avait pris la poussière là où elle aurait dû déclencher des alarmes. Le dossier est apparu squelettique. Nom, numéro d'identification 1. Photo, inscription à West Point, 1 année. Statut, inactif. Raison, instabilité psychiatrique. Candidate jugée inapte à un service prolongé. Signé et daté, mai 2004. La signature numérique était sans équivoque, David R. Rivers. Je l'ai fixé plus longtemps que je n'aurais dû. Non pas parce que je doutais, mais parce que même maintenant, 20 ans plus tard, il y avait une partie de moi qui attendait toujours que ce soit quelqu'un d'autre. Je me suis penché en arrière, les doigts enclochés, laissant les implications s'installer dans les coins de la pièce. David ne m'avait pas seulement abandonné. Il avait pris des mesures pour s'assurer que le système oublierait que j'y avais jamais existé. Il ne m'avait pas détruite. Il m'avait supprimée. La lueur du moniteur dessinait le contour de ma mâchoire. J'ai fouillé dans la poche intérieure de mon manteau et j'ai sorti un bout de papier plié, un journal manuscrit que j'avais griffonné plus tôt cette semaine, des noms de personnes qui auraient pu connaître l'ancien système avant que l'automatisation ne les remplace. Un nom avait une petite étoile à côté. Fulton Charles, un archiviste à la retraite connu pour se souvenir de tout. La rumeur disait qu'il avait un jour signalé la fausse citation d'un général et avait survécu pour le raconter. Je l'ai trouvé dans l'annexe des archives près de Judiciary Square, niché derrière une porte non marquée à la peinture écaillée et sentant le café bouilli. La lumière vacillait dans la moitié du couloir. J'ai frappé 2 fois. Fulton, ai-je appelé? Ça dépend de qui demande, est venue une voix de l'autre côté. Bourru, sceptique, peut-être une décennie sans pratique. Sloan Rivers. Je cherche un ordre de suppression de 2004. Chemin de fichier stratégique. Vous étiez listé sur la chaîne de responsabilité. Une pause. Puis la porte s'est ouverte. Il était plus mince que je ne l'attendais, avec une peau comme du papier jaunissant et une posture qui suggérait une guerre avec la gravité. Je me souviens de ce nom, a-t-il dit immédiatement. Mais je me souviens plus de la signature. Il m'a fait signe d'entrer, dépassant des étagères de registres imprimés et de microfiches de sauvegarde qui avaient survécu à au moins 2 vagues de numérisation. Nous nous sommes tenus devant un vieux classeur en acier. Il a tapé sur le tiroir du haut. Rien de numérique dans cette partie. À l'époque, si vous vouliez que quelqu'un disparaisse, il vous fallait 2 choses, une signature et le silence. J'ai attendu qu'il fouille dans des registres plastifiés. Il en a sorti un, l'a posé à plat. J'ai reconnu instantanément la notation, même code d'opération que mon dossier supprimé. Son doigt s'est posé à côté. Ce jour-là, a-t-il marmonné, j'ai signalé la demande. Ça n'avait pas de sens. Jeune cadette. Aucun signalement psychologique antérieur. Et l'auteur a outrepassé le protocole de la chaîne. David Rivers, ai-je terminé pour lui? Fulton a hoché la tête. Je n'avais pas réalisé que le nom signifiait quelque chose pour vous? C'était le cas. C'était mon père. Il ne l'a pas fait.